et après on rentrera dans le détail du rôle de MJ professionnel un petit peu après. Mais je te laisse te présenter. Bien sûr, bien sûr. Ben, moi, c'est donc Yago, j'ai 45 ans, bientôt 46. J'ai commencé le jeu de rôle vers 14-15 ans sur Warhammer en français, de très très bonnes parties. Et puis après, c'est quelque chose que j'ai vraiment suivi avec régularité, sans vraiment m'arrêter autour de toutes ces années. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de jeux que je pourrais vous citer, ça ferait juste une longue liste. Mais bien sûr, l'Appel de Cthulhu, Elric, Stormbringers, du Star Wars, aussi quelques découvertes. Et j'ai eu à un moment la chance de pouvoir faire des démonstrations de jeux de rôle en convention, des parties de 2 heures avec des personnes que je connaissais pas trop. Ça servait pour soit de montrer ce qu'était le jeu de rôle, soit présenter un jeu qui venait de sortir à des joueurs qui connaissaient déjà le jeu de rôle. C'est une expérience qui m'a plu, qui était un petit peu différente de ce que je connaissais dans les parties qui faisaient entre 5 et 6 heures, voire plus sur un week-end. Parce que là, évidemment, des contraintes de temps, de gens qu'on connaissait pas, de PNJ pré-tirés. Et au fur et à mesure, au cours des années, on en est venu à la professionnalisation du maître de jeu, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des techniques et des pratiques qui s'apprenaient sur le terrain, en fait, et qui pouvaient s'enseigner. Voilà, j'ai essayé de faire court. Est-ce que tu as des questions, peut-être? Non, bah écoute, pour la présentation, je pense que c'est OK. Si jamais, comme dit, vous avez des questions, n'hésitez pas à le poster dans le chat. Pour l'instant, il y a tout le monde qui nous dit bonjour. Alors, je te propose de commencer, je pense, par la première question que tout le monde se pose. C'est quoi un petit peu la définition d'un maître du jeu professionnel? C'est quoi la définition que toi, en tout cas, tu donnes d'un maître du jeu professionnel? Bah, merci. Très très bonne question pour commencer. Pour moi, un maître de jeu professionnel, c'est quelqu'un qui va faire son activité avec professionnalisme. Donc, ça va commencer par arriver à l'heure, finir à l'heure, comprendre les attentes du client, avoir une facturation claire, être en ligne avec des bons outils, donc un micro qui marche bien, ou alors être présentiel avec une certaine tenue, une certaine politesse, savoir-vivre. Voilà déjà où ça commence. Ensuite évidemment, plus vous avez des clients exigeants au niveau de la maîtrise de jeu, plus vous allez avoir des critères qui vont se rajouter. Alors, il y a toute une très longue liste de critères. On n'a jamais fini des listes de critères. Je peux vous en citer quelques-uns, comme par exemple, est-ce que les personnages pré-tirés que vous fournissez à vos joueurs sont suffisamment fournis? S'il y a 5 joueurs, ce serait bien d'avoir une dizaine de pré-tirés pour que les joueurs puissent avoir un petit peu le choix. Est-ce que chacun de ces pré-tirés est utile dans le scénario? La pauvre personne qui tire un personnage pré-tiré qui n'aura aucune action à faire peut effectivement se demander pourquoi est-ce qu'elle est en train de vous payer alors qu'elle n'est pas en train de s'amuser. Pareil sur le respect du ton, ou de comprendre un petit peu ce que les gens vont attendre, vont vouloir. Tout ça, ça forme un ensemble de pratiques qui vont faire qu'AMJ est professionnel. Alors, la deuxième question, je pense que beaucoup se posent, c'est évidemment pourquoi payer quelqu'un pour interpréter le rôle du maître du jeu. Ben, ça vous permettra de lui imposer des contraintes, notamment au niveau du jour où il va venir et de l'horaire. Ça vous permettra aussi de choisir votre jeu et votre style de jeu. Et d'être sûr que le MJ vous finira la campagne et que si vous êtes libre, bah, le MJ est libre aussi. Donc, in fine, des choses très pratiques. Nous, par exemple, nos clients, en général, c'est des gens d'un certain âge qui ont un emploi du temps, avec des enfants, des familles. Et c'est là où nous, quand on leur propose une bonne soirée comme avant, les pieds sous la table, qui va jouer de 19h à minuit avec un scénario qui aura un début, un milieu, une fin, qu'on aura mis un petit peu de roleplay, beaucoup d'aventures, quelques combats bien placés, que chacun aurait eu son moment d'héroïsme, bah, in fine, ils sont contents. Sans... Et ce qui n'empêche pas du tout d'apprécier des parties en club, où là, effectivement, on va tous essayer de s'organiser pour passer une bonne soirée.
Voilà. Alors, si jamais, évidemment, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat par rapport aux différentes questions sur lesquelles on est actuellement en train de répondre. Et après, il y aura une phase de questions-réponses. De toute façon, vous serez libre de poser un petit peu toutes les questions dont vous avez envie. Alors, une autre question que certains se posaient justement, c'est quels sont les critères à respecter pour pouvoir être un MJ professionnel. Tu parlais effectivement du côté présentation, du côté timing, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres critères, par exemple, comme posséder son propre matériel ou d'autres choses? Alors, un très bon critère qu'on ne manquera pas d'ajouter, effectivement, amener votre propre matériel. Comptez pas sur les joueurs pour vous fournir des dés. On a effectivement une liste de critères qui est en cours. Je vous cacherai pas que c'est une liste qui nous a fallu plusieurs mois, voire années, pour essayer de construire, qui est toujours pas finie, mais qui essaye de s'appuyer sur des critères objectifs. Par exemple, moi, voilà, j'aime pas énormément le jeu de rôle Star Wars, mais ça fait pas de vous un mauvais MJ si vous masterisez du Star Wars. C'est juste que moi, j'aime pas trop Star Wars. Par contre, un MJ qui arrive en retard, c'est un critère qui est totalement, j'allais dire légit. Un critère qui peut se comprendre, la personne vous paye pour commencer à telle heure, vous n'avez pas commencé 30 minutes en retard. Et ça appartient à tous les corps de métier, le plombier, le professeur, l'électricien, l'artiste de cirque. Après, si vous êtes intéressé par les 10 critères, nous, on a un Discord sur lequel on en discute. On est arrivé, je crois, pour l'instant, à 64 critères différents qui pourraient prendre en compte, par exemple, la musique que vous mettez, les battle maps que vous utilisez. Est-ce que votre grand méchant a une raison d'agir comme il le fait? Ou est-ce que votre scénario, c'est juste qu'il y avait un sorcier qui est malfaisant et lui fait de la malfaisance dans sa forêt, vous passiez par là et pif paf le sorcier, quoi. Ça, c'est pas, enfin, voilà. Ça peut être très intéressant pour un anniversaire d'enfants de 10 ou 12 ans qui commencent à découvrir le jeu de rôle, qui découvrent les mécaniques. Ils ont peut-être pas besoin de rentrer dans la notion de pourquoi est-ce que le méchant est méchant. Mais par contre, quand vous jouez avec des joueurs aguerris, ils ont envie de savoir pourquoi le méchant se comporte comme ça. Quel est l'impact sur leur personnage? Pourquoi est-ce que leurs personnages ont été traînés dans cette aventure? On a aussi la manière dont, par exemple, vous interprétez les PNJ, évidemment. C'est-à-dire, voilà, excuse-moi, parce que j'ai cru t'entendre dire quelque chose, c'est pour ça que je me suis un petit peu coupé. Est-ce que tu as une question? Pas du tout. Non, j'étais en train de regarder dans le chat. Et juste pour rebondir à ce que tu disais, on avait une question qui peut être intéressante. Là, je vais l'afficher. De Ram Jabba. Oui. Donc Ram Jabba qui est déjà apparemment MJ professionnel. Et là, qui posait la question, donc je trouve que ça rebondit bien sur les critères par rapport à l'application justement du rôle de MJ professionnel. Est-ce que vous avez aussi une application qui est justement plus en termes de formation, etc., ou ça reste Non, du très bonne question. et ludique? Effectivement, nous, on est un groupement de maîtres de jeu professionnels, et chaque maître de jeu professionnel a sa spécialité. Je fais ici coucou, alors c'est dommage qu'il n'y ait pas pu se libérer, mais des collègues qui interviennent en milieu carcéral, en milieu psychiatrique. On a vu effectivement une belle proposition aujourd'hui d'embauche de nos amis canadiens pour carrément être dans les écoles à faire du jeu de rôle rémunéré. Donc oui, tous ces aspects-là sont des aspects professionnels utilisant le jeu de rôle. Après, ça laisse une autre question. Si par exemple vous êtes, et là je salue Rome Jabba, hein, j'imagine qu'en entreprise, vous ne pouvez pas être un maître de jeu juste pour 5 joueurs. Il va falloir que vous fassiez jouer beaucoup de gens. Ils n'ont pas non plus le temps d'apprendre des mécaniques et tout le monde n'a pas envie d'être là. Du coup, j'imagine qu'il va falloir trouver un système de jeu qui s'adapte, peut-être avec des mains levées, des pourcentages, quelque chose qui se rapproche de la prise de décision en réunion. Et, en général, parfois, de ce que j'ai compris, on va vous demander
d'intervenir autour d'un problème spécifique, comme la cohésion d'entreprise ou la gestion des conflits, les ressources humaines. On repense tous à l'excellente série The Office, ceux qui l'ont vu. Et oui, le jeu de rôle peut être un excellent outil. Moi, je n'ai pas tellement les moyens d'en parler parce que mon métier, c'est intermittent du spectacle, je travaille dans le cirque. Donc, moi, je vous parlerai surtout des parties qu'on appelle à l'ancienne, qui sont de 4 ou 5 heures, avec un groupe en général entre 3 et 5 joueurs et un maître de jeu. Mais oui, totalement. Jeux de rôle dans les écoles, jeux de rôle dans les entreprises, divers établissements, dans les musées également, pour faire découvrir un patrimoine. Ou l'armée, peut-être. Gestion de conflit et team building. Alors oui, nous avons un Discord entre MJ Pro, dont vous aurez le lien en commentaire, bien sûr. On a aussi un Facebook, un groupe Facebook, sur lequel vous pouvez venir, dans lequel on publie nos activités et celles des collègues, en essayant de se tenir un petit peu au courant de ce qu'il fait et de faire de l'échange de bonnes pratiques entre nous, justement, pour découvrir. On vous partagera tous les liens en description si jamais vous voulez aller retrouver un petit peu toutes les informations. Alors, on avait une question aussi qui est revenue à plusieurs fois. C'est évidemment quel est le coût et la durée d'une partie. Comment ça se passe exactement au niveau du rapport durée de partie, prix justement de la partie? Tout à fait. Alors, très bon exemple pour revenir sur l'entreprise. Quand vous facturez une formation professionnelle à une entreprise, c'est pas du tout le même genre de facturation. Moi, je reste sur du particulier nostalgique, qui a envie de faire des parties de jeux de rôle comme avant. Donc les tarifs que je vais vous donner, c'est que les miens. Il y a moins cher et il y a plus cher. Je m'estime être dans une fourchette. Je vais proposer une partie en ligne sur Roll20 de 5 heures, donc 19h minuit, pour 5 joueurs. Et pour cette partie de 5 heures, je vais leur demander 100 euros pour tout le groupe, soit 20 euros par personne. Je vais calculer que ça faisait quelque chose comme 4 euros de l'heure, vu qu'on joue 5 heures. Ce qui fait que, voilà, pour une activité en ligne, ça semble être un prix qui est accepté par les gens avec qui je joue, et pour l'instant, je me maintiens à ça. Effectivement, ça m'arrivait de me déplacer, de faire des animations, mais là, il y a un coût de transport, effectivement, donc c'est en général du devis sur mesure. Les parties en ligne, ça se passe comment exactement quand vous faites ça? Vous utilisez juste Discord ou vous utilisez vraiment, par exemple, Roll20 ou d'autres outils pour créer de l'immersion? Alors, moi, à titre personnel, donc j'utilise Roll20, je joue à Warhammer version 2, qui est avec des fiches implémentées, avec des figurines, un éclairage dynamique, des aides de jeu. Si l'ordinateur des gens que j'ai en ligne le permet, je peux même utiliser quelques tokens dynamiques. Ça, c'est ma grande passion, genre les feux de camp qui font un peu... J'avoue, c'est du gadget. Hein. Mais j'essaie vraiment, au niveau des musiques, des cartes, de l'ambiance et du temps employé, de donner le maximum. Que ce soit effectivement une partie qui puisse se targuer d'être professionnelle. Même si je laisserai chacun en juger, évidemment. Alors, on a une question, là, je vais avancer juste, puisqu'on a une question qui rebondit exactement sur la prochaine. C'est quel est le statut juridique d'un maître du jeu professionnel? Comment ça se passe exactement pour vous par rapport à votre positionnement en tant que entreprise, entre guillemets? Est-ce que c'est de la micro-entreprise, de l'auto-entreprise? Alors, Pas votre bien statut. sûr, j'aimerais, en fait, là, on est en train de parler des MJ professionnels. Nous, on s'appelle les MJ mercenaires. D'ailleurs, je vois intéressé par le groupe Facebook qui s'appelle les MJ mercenaires. Et on est un regroupement de MJ professionnels. C'est-à-dire que mon collègue qui intervient au milieu carcéral n'a pas du tout le même fonctionnement que mon autre collègue qui est belge ou suisse, c'est encore quelque chose, que le mien qui fonctionne en associatif ou en intermittent du spectacle. Donc, le statut juridique du MJ, ça peut être celui qu'il veut.
celui qui jugera le plus nécessaire. À titre personnel, je vous conseille de commencer par trouver des contrats avant de commencer à vous poser la question de votre statut. Et en attendant, et là je parle pour les Français, hein, c'est de vous monter une association avec donc une association loi 1901 avec un compte en banque, très facile, ça prend moins de 6 jours le temps de venir, d'être bénévole pour votre association dans un premier temps, de commencer à faire quelques contrats, de mettre ça sur le compte de l'asso, et ensuite de réfléchir. Peut-être pas tout de suite de se lancer dans je vais devenir micro-entrepreneur, donc je vais acheter telle licence, donc je vais payer ceci. Et in fine, vous n'avez pas encore fait votre premier contrat que l'État français vous tombe dessus à bras raccourcis, quoi. Après, bien évidemment, il faut se mettre aux normes. C'est une activité légale, vous faites de la publicité, donc vous pouvez pas le faire au black. Alors, on a une très bonne question aussi de MJ Célène. Est-ce qu'il ne serait pas Bonjour, chers collègues. de dissocier la notion de MJ payant et de MJ Pro? Ça Bien change sûr, la notion des prix. mais totalement. J'ai malheureusement croisé beaucoup de MJ payants qui n'étaient pas pros. Et il y a des MJ dans des clubs qui jouent vraiment comme des professionnels et qui se font pas payer. Donc, effectivement, un MJ pro n'est pas un MJ professionnel. Merci de la précision. C'est pas forcément lié. Alors, vu qu'on parle du statut juridique, on a aussi une question qui revient évidemment, c'est quelle assurance quand on est MJ professionnel, puisqu'on va forcément intervenir à un moment avec des personnes, que ce soit potentiellement sur un événement ou directement chez des gens. C'est quoi un petit peu l'assurance, vous, que vous prenez pour pouvoir couvrir justement cette votre activité? Alors, bon bah moi je joue en ligne depuis chez moi. Donc imaginez bien que l'assurance, c'est mon assurance habitation. Quand vous vous déplacez chez quelqu'un pour une petite prestation, c'est comme si vous invitez à manger chez lui et que vous lui faisiez un spectacle de marionnettes, la personne vous accueille. Donc tant que vous ne sortez pas des feux d'artifice, des bougies et que vous n'avez pas d'activités qui mettent en péril, enfin on est censé faire une partie de jeu de rôle avec des dés et des feuilles. Vous voyez, hein, commencez pas à mimer des combats sur la table basse. Après, quand vous êtes dans un salon, ce seront les organisateurs du salon. En général, vous êtes bénévole pour le salon, donc vous avez signé un petit truc, vous êtes couvert par l'assurance. Mais en tous les cas, votre assurance habitation couvre énormément de choses. Renseignez-vous si par exemple vous allez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas pour l'aider, je sais pas, un déménagement et que vous cassez un verre, votre assurance vous couvre. Vous couvre sur votre trajet, sur voilà, j'espère avoir répondu à la question. S'il y a des assureurs dans le groupe qui n'hésitent pas à... Alors, on a justement Amulette Academy qui nous répond: tu dois avoir une assurance responsabilité civile en tant que professionnel. Alors, quand tu te déplaces, oui, effectivement, et avec du matériel. Donc, à un moment, ce que tu vas assurer, c'est tes figurines. C'est pas l'endroit auquel t'es. Si tu veux assurer ton matos, parce que voilà, tu as acheté une figurine à 1500 € et que tu as aussi un petit effet avec des lumières ou une caméra, oui, prenez une assurance pour le matos que vous emmenez chez les gens. Ah, je vois que ça continue à discuter sur les assurances. Alors, on va faire une publicité aussi pour la FFJTR, qui a une très bonne assurance, qui est comprise d'ailleurs pour 20 € par mois pour une association, si je me rappelle bien. Je vois que tu connais bien. Alors, je précise évidemment que l'assurance qui est proposée par la FFJDR, c'est dans le cadre de vos activités associatives. Mais si jamais vous êtes une association de jeux de rôle et que vous n'avez pas encore votre assurance ou que vous voulez créer une association, n'hésitez pas à passer par la FFJDR. Vous pourrez bénéficier donc d'une assurance à prix spécial de 20 € en plus de l'adhésion. Donc, ça vous fait 35 € le tout, si jamais ça vous intéresse.
Alors, on a une question là de Petite Pomme Verte, justement, qui dit: Attention, j'ai cru comprendre que quand on passait pro, il faut une RC Pro, car si on utilise du matos perso pour du pro, c'est considéré comme du matos pro par défaut. Tu me diras si j'ai bien imité ta voix, Petite Pomme Verte. Alors, je relis la question pour la comprendre tout au calme, hein. J'ai Oui, cru vas-y. comprendre que quand on passait professionnel, oui, donc quand on avait une activité payante en fait, hein, il faut une RC Pro, voilà, car vous utilisez du matos perso. Pour du pro, c'est considéré comme du matos pro par défaut. Mais donc là, on parle de quoi? Des figurines et du Velleda? Moi, j'avoue, j'ai pas énormément de matériel quand je viens, hein. J'ai un Velleda, 4 couleurs, quelques figurines, bon. Mais là, effectivement, oui, si vous prenez votre voiture pour aller chez les gens, si vous, ça va dépendre en tant qu'MJ pro. Comment vous estimez la meilleure manière de vous protéger juridiquement? Après, je peux comprendre si vous arrivez avec un petit camion avec des éclairages, qui a une mise en scène, il y a des rideaux, des figurants, des acteurs, vidéoprojecteurs aussi, je vois. Oui, bah oui, ça va prendre de l'ampleur, évidemment. Moi, je travaille dans le cirque et je vois bien comment effectivement, on pouvait même monter un praticable, une scène. D'ailleurs, si vous cherchez des praticables à pas cher, mon lien sera en description, hein, sur la région parisienne, n'hésitez pas. Je plaisantais. Alors, il y avait une question là qui était aussi intéressante. On est MJ professionnel et on a envie de faire jouer des jeux. Oui, Est-ce qu'on est libre au final de faire jouer n'importe quel jeu à partir du moment où on l'a acheté, ou est-ce que ça avait été évoqué un petit peu avant, il faut payer des licences? Est-ce qu'il y a des jeux qui sont interdits dans le cadre du métier de MJ professionnel? Comment ça se passe par rapport à l'utilisation des jeux en eux-mêmes? alors, en fait, c'est comme une musique. Si je vais chez un particulier qui me demande d'animer son anniversaire, que ce soit avec mon DJ et tout ça, et que lui ne fait pas de droit d'entrée, c'est typiquement sa famille. Je sais pas, ils sont 6 ou 8. Dans ce cas-là, on reste dans la diffusion privée. Si vous êtes en salon, et par exemple, vous vous dites, ah ben tiens, je vais faire découvrir Pathfinder. Là, techniquement, bon, j'imagine que le salon aura rempli toutes les autorisations nécessaires. Mais effectivement, rappelez-vous, quand vous faites faire une prestation privée de maître de jeu, ça s'adresse à 5 ou 6 personnes, ou dans un cadre privé. Si vous êtes en train de vous filmer ou de vous produire en public, vous êtes en train de faire un spectacle. Là, c'est pas les mêmes lois. J'espère avoir répondu à la question. Oui. Alors, si jamais vous avez des questions sur, sur l'utilisation des jeux, alors moi je vais rebondir sur la question justement, parce qu'avant tu parlais de certains jeux. Est-ce que, par rapport à ton expérience et par rapport à l'expérience, du groupe, de MJ que tu côtoies régulièrement, est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, quels sont les jeux, peut-être les plus joués, et quels sont, les jeux qui sont, que Ah, les personnes ne veulent pas faire justement? Est-ce qu'il y a une liste comme ça de jeux où tu sais que c'est forcément un jeu que quelqu'un va te demander, et inversement, des jeux où les gens ils sont pas du tout intéressés? Est-ce que ça, vous avez des retours là-dessus? alors oui, tout à fait. Écoute, on a fait une liste des 20 GDR qui nous sont le plus demandés. Et crois-moi, tu vas tomber de ta chaise parce qu'en fait, les gens enfin, tu veux cette liste? Bah, tu peux nous donner peut-être le top 5 en Ok. commençant par le 5. Ben, Star Wars, évidemment. Fallout, parce qu'ils viennent de sortir la série. Harry Potter. Après, Ouais. et seulement après, Donjons et Dragons. Ensuite, l'appel de Cthulhu. Puis le donjon de Naalbuck. Coucou. Après, il y a Warhammer, Shadow, Cyberpunk, Rêve de Dragon, et tu descends, quoi. Ah bah, je fais certains des jeux qui ont été cités, donc ça va. Et est-ce que, à tout hasard, il y a des jeux où les gens ils vous disent non, ça je voudrais jamais y jouer, ou Ben,
C'est-à-dire qu'en fait, en général, la personne nous contacte en disant bonjour, je voudrais jouer à ce jeu. J'avoue que je me suis jamais retrouvé dans la question. Enfin, genre non, je ne voudrais jamais jouer à ce jeu, ça m'est jamais arrivé. Je sais qu'il y a des jeux que je ne propose pas. Ok. Par exemple, le type me dit oui, j'ai envie d'un système simple, live pour des parties sur le pouce. Bon, bah il y a plein de jeux que tu mets de côté, quoi. On a tous pensé, bah tu vas pas sortir Donjons et Dragons 3.5, pas de Pathfinder, pas de choses ultra compliquées. Voilà. Alors on a une question de Petite Pomme Verte qui demande est-ce que on doit faire ses propres scénarios justement pour les JDR ou j'imagine est-ce qu'on peut librement utiliser les scénarios Du commerce. et les utiliser. Alors, c'est ce que je vous conseille parce qu'il y a parfois d'excellents scénarios du commerce qui ont été écrits par des scénaristes, des bons scénaristes, et ils sont très agréables à jouer. Et en plus, ça fait une référence commune. Genre, vous croisez un ancien, tu joues au Donjons et Dragons, ah bah ouais, j'ai joué le Temple du Mal élémentaire. Donc j'ai joué la Malédiction de Strahd. Ah ouais, moi aussi et mon groupe, on avait fait ça. Et du coup, c'est pour ça aussi que les gens nous contactent pour des campagnes. On jouait par exemple Terreur sur l'Orient Express, les masques de Nyarlathotep, l'ennemi intérieur, les grandes campagnes de Gloranta, différents modules de Donjons et Dragons, pour pouvoir dire bah on les a joués. Et bien sûr, on encourage aussi la création. On a des créateurs de jeux et de scénarios dans notre groupe qui sont, enfin que j'aime beaucoup, et qui sauront surprendre même les joueurs les plus aguerris, un peu blasés. Alors, je te propose de passer à la phase de questions-réponses libres. Là, j'ai vu qu'il y a pas mal de questions. Une très bonne question. Quelle sécurisation mentale du public qui ne connaît pas potentiellement la portée de certains univers de l'horreur pour des gens sensibles et parfois délicats à amener sans une analyse du besoin préalable? Voilà, comment ça se passe de votre côté quand vous devez faire des scénarios un peu horrifiques ou des scénarios où peut-être va y avoir des Alors, choses un petit peu problématiques? Est-ce que vous analysez en amont ouais, les besoins ou comment ça se passe? on fait ce que j'appelle un triple check. C'est-à-dire que déjà en tant que professionnel, si on t'a pas demandé, il y a certains thèmes que tu ne vas pas aborder. Tu es censé être un film du soir à 20h30. On peut avoir de l'action, on peut avoir de la passion, de la romance, peut-être un soutif qui se balade, mais on va pas parler de sujets super graves qui seront réservés à une autre partie de soirée. Ensuite, même là-dedans, le deuxième check, c'est de vérifier sans spoiler qu'il n'y a pas eu de problème, par exemple un suicide récent dans la famille, une phobie des araignées, du sujet qui pourrait venir sur le tapis mais qui mettrait quand même les gens mal à l'aise. Et le troisième, effectivement, c'est d'essayer de bien regarder, un peu comme quand vous jouez au poker, comment sont en train de réagir vos joueurs. S'il y en a un qui se sent vraiment très très mal et tout, normalement il n'a même pas besoin de vous le dire, c'est à vous comme un bon sommelier ou un bon majordome qui fait non mais attendez, se calmer, je vais prendre un verre d'eau, changer tranquillement le cours de l'histoire sans que personne ne voit rien. Et ça fait aussi partie de ce côté un peu professionnel aguerri d'avoir la classe, tout bêtement. Quand vous sentez quand c'est pas le moment d'amener un sujet. Alors, on a une question de Rêve de licorne. Pourriez-vous donner un ou deux exemples concrets d'une ou plusieurs prestations réalisées chez un particulier, de la prise de contact à la clôture de la prestation avec les tarifs si possible? Bon, alors Oui, bien globalement, sûr. raconte-nous ta vie, vas-y. Mais alors c'est parti, donc je suis né en 1979 à la maternité des Lilas. Et non, je plaisante. Alors, un jour, une personne nous a appelé, que je dirais 55 ans, parisien, famille recomposée, 5 ou 6 enfants. Les enfants étaient, le plus jeune, il devait avoir 15 ans, le plus grand 23. Les parents aimaient beaucoup le jeu de rôle et ils voulaient offrir une partie en famille. Génial, ils nous contactent. Là, la première contrainte, c'est qu'ils sont 10-12 et qu'ils voudraient jouer à un jeu d'ambiance sur l'appel de Cthulhu. Donc, oh, j'essaie de la faire courte, mais en fait, je les ai convaincus de prendre un deuxième maître de jeu. On va aller chez lui, donc je salue mon collègue Manu,
qui tient aussi le groupe JDR Paris Est sur Facebook. Donc un vrai professionnel de l'appel de Cthulhu qui a des centaines d'heures au compteur. Il m'a trouvé un scénario excellent qui correspondait vraiment à ce qui s'est produit. Donc là où je demandais 100 euros, comme c'était près de chez moi en fait, je suis parisien, donc on pouvait y aller en métro, en bus. Donc du coup lui a demandé 200 euros, ça nous faisait 100 euros par personne. Il a accepté, on est venu dans l'après-midi, on les avait jamais vus, hein. Moi, je vous avoue, j'ai un petit peu galéré pour venir. J'ai dû finir les derniers mètres en courant. Heureusement que Manu était là. J'ai eu 5-6 minutes de retard. Pour ma première prestation, je n'étais pas fier. Mais bon, ça s'est très bien passé. On commence à dérouler le scénario. Soit il y a beaucoup de monde, Manu et moi, on fait des duos. Soit l'équipe se split. Donc, il y en a une partie dans la cuisine avec moi. Ils sont en train d'explorer les bas-fonds. Pendant que l'autre est avec Manu qui leur fait une séance de médium mémorable. Ouais, sa séance de médium, elle est excellente. Bref, on a fini pile dans les temps. Ça, c'est très important. Les gens adorent quand vous leur direz on va finir entre, mettons 17h. On avait fini à 16h54, 55. Voilà, le temps de remballer. Ils nous ont payé. C'était très très bien. Et oui, et heureusement, en parlant, mais genre 10 minutes avant le début de la prestation, l'ami Manu qui me sauve. Parce que on apprend qu'il y a eu une histoire, en fait, un niveau suicide dans cette famille, il n'y a pas très très longtemps, par rapport à un truc. Et donc, heureusement qu'on a pu gommer cet aspect-là, transformer ça en disparition étrange, je crois, ou une noyade, enfin, voilà, avec la personne. Et ensuite, ça nous a pris quoi 4 heures, 5 heures. Voilà. Avec un début, un milieu et une fin. Ok. Alors, je ne sais pas si Rêve de licorne, c'est ok pour toi par rapport un petit peu à tout le déroulé. Moi, je vais peut-être juste rebondir sur quelque chose, vu que on parle beaucoup de professionnalisation, de factures, etc. Derrière, ça veut dire que normalement, est-ce que vous établissez parfois des devis, vous faites les factures, etc. Vous-même pour. Bah bien sûr. On pourrait pas trop arriver chez un client, on dirait tu veux prendre une partie de jeu de rôle, je prends que du liquide, je prends pas la carte, on vend pas de la drogue. Donc oui, on a une association avec un numéro de SIRET, un beau tampon tout neuf, on a un compte d'association et comme je dis, on remplit le compte de l'association et ensuite on s'en profite pour se développer et investir dans la communication. Et oui. J'espère que ça répond à vos questions. Oui, si jamais tu veux plus de détails. Oui, bien sûr. Et encore une fois, on a chacun des modes différents de fonctionnement. Bah justement, là, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai qu'avant, tu disais que toi, tu fais partie d'un groupe où il y a plusieurs personnes. Est-ce que vous avez un petit peu standardisé votre manière de fonctionner, ou est-ce que même si vous êtes dans un groupe, chacun il travaille un petit peu comme lui il veut, ou est-ce que vous essayez quand même de faire en sorte de vous mettre un petit peu, on va dire, aux normes les uns les autres? Alors, on a laissé une grande liberté aux MJ, qui étaient souvent MJ professionnels avant de nous rencontrer, qui viennent, ça nous permet d'échanger avec eux, mais on n'est pas une force de proposition de contrat pour tout le monde. On veut dire, on a plein de MJ qui se débrouillent très très bien, qui travaillent dans leur région ou avec leur groupe qu'ils ont déjà constitué. Nous, de notre côté, là où on a essayé je pense que notre volonté commune, c'est vraiment tous de progresser, d'échanger entre nous dans une espèce de cercle vertueux pour qu'on puisse apprendre des bonnes pratiques les uns des autres. J'ai moi-même, je remercie plein de gens qui... D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas que des maîtres de jeu professionnels.
On a des personnes qui nous aident sur le site internet. On a des personnes qui font du marketing. Et qui ont tous un rapport avec le jeu de rôle. Ont tous eu envie, même s'ils ne voulaient pas se professionnaliser, au moins devenir meilleurs. Écouter notre petite technique pour comment améliorer un PNJ, comment rendre plus flexible une scène de combat, comment emmener les joueurs dans la bonne direction sans qu'ils s'en rendent pas compte. Et je pense que c'est ça notre point commun. Maintenant, on est fiers également d'avoir un site internet qui va bientôt se lancer et qui permettra aux gens qui s'intéressent à notre activité, mais qui seraient juste curieux de découvrir une partie ou même de nous découvrir, de se mettre en contact gratuitement et facilement avec les maîtres de jeu pour juste leur parler et ensuite de voir s'ils veulent leur prendre une partie. Alors, on a une réponse de Rêve de Licorne. Donc, Rêve de Licorne qui voulait savoir justement aussi comment l'idée d'organiser une partie chez lui est arrivée dans l'idée du client que vous évoquez. Est-ce parce qu'il fréquente ces lieux ou parce qu'il est rentré en contact avec une forme de communication que vous avez mise en place? Bon, pour faire simple, est-ce que la personne Oui, avait... je comprends la question, tout à fait. Très très bonne question. Cette personne a baigné un peu dans le milieu du jeu de rôle. Et ce qui l'a motivé, je pense, c'est de voir nos réclames, expliquant notre statut et notre démarche. Et la personne s'est dit, bah c'est vrai, pourquoi pas. Donc je dirais 50-50. Rêve de licorne. Alors, quand tu dis vos réclames, tu peux développer? Réclame, publicité, propagande, community manager, on fait de la pub, quoi. Mais justement, c'était quoi? C'était sur les réseaux qu'il avait vu ça ou c'était de manière une affiche ou... Alors ça, malheureusement, je peux pas le savoir. Vu que quand la personne me contacte, moi je suis sur mon Discord. On Ouais. commence à échanger sur Discord. Je parierais pour les réseaux sociaux, mais c'est au doigt mouillé. Bon, du moment qu'elle a réussi à vous trouver, je pense que c'est ça le principal. Tout à fait. Alors, bah, ça fait déjà une quarantaine de minutes qu'on est en live ensemble. Je ne sais pas si tu as vu le temps passer. Ah mais non, au contraire, c'était très agréable, merci beaucoup. Est-ce que parmi les gens, d'autres personnes ont une question? Alors, est-ce que vous avez encore peut-être une ou deux questions avant qu'on arrive tout doucement à la fin de notre live? C'est vrai qu'on a eu pas mal de questions au final qui ont été posées dans le chat et je vous en remercie. On a eu pas mal de gens qui nous suivent. Là, je vois qu'il y a quand même 25 personnes à peu près en continu qui nous regardent. Donc ça, Bonjour à tous. évidemment, vous pourrez retrouver la vidéo en live, enfin en replay sur Facebook, Twitch et YouTube. Ah, ok, donc Rêve de Licorne nous dit qu'apparemment toutes les questions ont trouvé leur réponse. Et si jamais parmi les autres personnes, vous avez une ou deux autres questions. Ah, alors une très bonne question de Petite Pomme Verte qui nous demande: certains pros arrivent-ils à en vivre? Oui, pour, pour 4 raisons. Premièrement, je pense au collègue Fibre Tigre qui a fait une magnifique levée de fonds avant-hier pour Game of Roll. Donc il y a beaucoup de Twitchers et de streamers qui arrivent, enfin beaucoup. On en connaît beaucoup, ils doivent être encore plus qu'en vivent moins. Malheureusement, c'est comme les joueurs de football, on en connaît une vingtaine, mais il y a les personnes qui travaillent en entreprise, effectivement, mais en fait, le JDR sera une corde à leur arc. Pour l'instant, je pense qu'en France, on en est là. Et, euh, et donc, personnellement, moi, je suis intermittent du spectacle. Donc, je peux utiliser le Guzo pour faire des cachets d'intermittent. Et ça, c'est une manière d'en vivre aussi. Mais effectivement, maintenant, c'est un petit peu comme à l'américaine. On a tous 2-3 jobs en même temps pour essayer de joindre les deux bouts. Mais si, est-ce que les MJ Pro sont en majorité à leur compte?
Alors, est-ce que Alors, les MJ Pro sont en majorité à leur compte? Quel est le poids des plateformes? alors, c'est une excellente question. Euh, Parce que malheureusement, une plateforme comme Last Game Master communique pas beaucoup de chiffres. Donc, on peut que spéculer. Je sais que beaucoup de maîtres de jeu sont à la fois à leur compte et à la fois sur des plateformes, ce qui peut se comprendre, hein. J'adore nous voir comme des détectives privés. On a notre vieux bureau avec des persiennes, mais on est sur différents agendas bottins pour essayer de trouver des clients, quoi. Et ceux que je connais se sont principalement trouvés leur propre clientèle par un bon petit réseau, et maintenant ils sont en campagne avec, on va dire, 2 parties par semaine. Ça fait 10 joueurs. Voilà, ça commence à faire un petit peu. Euh, je pourrais dire quels sont les chiffres des MJ mercenaires. Bah, il y a moi. Non, je rigole. J'ai des chiffres. Alors, je sais pas du tout qu'est-ce que ça vaut. Par exemple, je pourrais vous dire que sur notre groupe Facebook, on est genre 1300. Après, je pense qu'on n'est pas. Enfin, voilà. C'est... Sur notre Discord, on doit être à peu près 250. Là, on est plus actif. Ceux que je connais, mon MJ mercenaire qui exerce, et là, alors, il y en a beaucoup, beaucoup au Canada. J'en vois beaucoup passer. Parce que c'est plus grand, c'est normal, ça a l'air d'être beaucoup, beaucoup mieux chez eux. En France, je dirais, allez, je vais vous sortir une fourchette au doigt mouillé, mais moi, je parierais sur 80. On doit être entre 80 et 100. S'il y a 52 régions, ça fait 2 par région. Ça va, vous voyez, on se marche pas dessus. Bon, après, mieux vaut être. Alors, je te propose qu'on finisse avec une très bonne question et comme ça Eh bien sûr. on pourra clôturer notre live avec une question de Amulet Academy qui demandait quel est ton meilleur souvenir de jeu de rôle? Mon meilleur souvenir de jeu de rôle. Euh... Oh la colle, j'en sais rien, et on compte quoi As-tu des là? souvenirs de jeux de rôle? Te souviens-tu que une Bah fois oui, 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 non mais ça va, je commence à voir qu'en milieu de partie, s'il te plaît. Non, alors ouais, moi j'ai un très bon souvenir de jeu de rôle et il est très récent. En ce moment, je masterise une campagne Warhammer V2 et c'est une campagne à Warhammer, il y a des noms germaniques. Moi j'ai fait italien, tu vois. Donc genre le noble. Oui, et ce qu'il faut comprendre, c'est que moi en tant que MJ, j'autorise pas de créer son nom. Tu vois, quand tu nais, tes parents, ils t'ont appelé comme ça. Et il n'y a aucune raison qu'ils t'appellent Thorfinn le Pourfendeur, comme t'es leur gamin. Ils vont t'appeler Berge, parce que c'est un nom du coin, avec leur nom de famille qui peut être, je sais pas, Macaron. Donc toi, t'as beau taper le truc, le guerrier, machin et tout, ton nom c'est Berge Macaron. Et en fait, je suis tombé. Donc, on a tous ces prénoms à la con que ni moi ni les joueurs n'arrivons à retenir au début parce qu'il y a du H, du G, enfin, c'est germanique. Pour moi, j'allais dire, c'est du chinois. Je vais arrêter avec mes comparaisons. Mais mon meilleur souvenir de jeu de rôle, c'est que mes joueurs font tellement de roleplay que j'en suis arrivé à retenir leurs prénoms, les prénoms de leurs joueurs. Et je trouve ça magnifique qu'ils soient autant investis et que je sache que genre le noble il s'appelle Richmut von Lachner. Et je vous dis, et je pourrais presque l'écrire, tu vois. Donc voilà, un très très bon souvenir. En fait, c'est surtout les joueurs autour de la table qui font la partie. Et moi, mon but en tant que maître de jeu professionnel, c'est qu'ils s'amusent et que j'arrive à révéler leur plein potentiel, entre guillemets. Et ensuite, c'est eux qui font l'histoire. Voilà. Et plus le scénariste. C'est bien d'avoir un scénariste avec des plot twists et des vrais méchants. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Merci la FFJDR. Merci The Malin. Merci pour l'accueil. Merci à vous tous, les gens. Très bonne année. Et bonjour, bien sûr, à tous les collègues. N'hésitez pas, donc le lien en description.
Et puis, c'est pas là où on dit lâchez un pouce bleu, faites sonner la cloche et abonnez-vous? Alors malheureusement, sur Twitch, Non? ça marche pas de la même manière, mais vous pouvez toujours, vous abonner, à la chaîne Twitch de la FFJDR. Il y a pas de pouce bleu, il y a juste le petit bouton abonnement. On aura, un autre live justement qui va arriver, le 27, janvier. Donc n'hésitez pas à nous liker, sur les réseaux. On partagera le prochain événement live et on essaiera d'avoir un live au moins une fois par mois. Donc C'est quoi n'hésitez le pas. prochain sujet? Le prochain sujet, Ouais, du prochain live. alors ce sera le 27 et vous pourrez découvrir, dans peu de temps le sujet justement du live qui Ah! sera partagé sur les réseaux. On essaiera de faire, des lives de présentation de jeux de rôle comme ce qu'on avait fait, précédemment et si jamais, les gens qui nous ont regardés parmi vous, il y a des personnes aussi qui ont des idées de sujets, n'hésitez pas à nous contacter, hein, que ce soit sur, Discord ou par mail. Vous pouvez nous contacter et nous partager des idées de sujets, heu, voilà, sur le monde du jeu de rôle, hein, que ce soit, dans le jeu de rôle en lui-même ou au niveau des associations de jeux de rôle. Si vous avez des idées, des propositions de sujets, si vous connaissez des personnes qui pourraient être, intéressées pour des interventions, n'hésitez pas, que ce soit pour les lives, qu'on fait directement là sur la chaîne ou même pour notre événement, le Roll Event aussi, hein, qui a lieu, au mois de novembre. N'hésitez pas à revenir vers nous et à nous indiquer il y a des choses qui s'intéressent. Alors non, Iago, ce n'est pas le monsieur qui parle là actuellement. Iago, c'était l'autre personne qui parlait. Oui, bonjour, Il n'y a pas Titelbert. Moi, ce qui n'est pas de photo, en fait. voilà, il y a Je vous invite, d'ailleurs, on a donc le Discord, hein, MJ Mercenaires, le groupe Facebook MJ Mercenaires, et on a aussi également la Ligue des joueurs de jeux de rôle professionnels, si ça vous intéresse de vous professionnaliser aussi en tant que joueur. Voilà, ça sera un autre sujet. OK, Et super, donc petite pomme verte, tu as tout compris. Super, mais en tout cas, moi, je vous remercie, toutes et tous, d'avoir été présents. Encore une fois, bonne année, 2025, à tout le monde. Vous retrouverez la vidéo en replay sur le Twitch pendant 2 semaines, sur notre page Facebook et sur, notre page YouTube. Donc je vous invite aussi à aller regarder et un petit peu, nous follow. Et on se retrouve donc le 27 pour le prochain live. Et on a déjà des idées qui apparaissent. N'hésitez pas, hein, donc à nous les envoyer par mail ou directement. Vous pouvez venir discuter avec nous sur Discord si vous avez des idées de sujets ou si vous-même vous aimeriez intervenir, participer, etc. je vois En ta tout cas, question à Boulette Academy.